À 16h45, bienvenue sur LCI. C'est l'heure de votre grand dossier consacré ce soir à cette question et cette situation dans le détroit d'Ormuz. Est-ce l'étincelle avant l'embrasement ? On reviendra bien sûr sur ces échanges de tirs entre Américains et Iraniens hier dans le Golfe. Tension maximale avant ce qui ressemble peut-être à une bataille navale. Jusqu'à quand le cessez-le-feu va pouvoir tenir ? Donald Trump donne jusqu'à ce soir à Téhéran pour répondre à ces conditions de paix qui restent pour le moment sans écho. Au contraire, le régime iranien menace une nouvelle fois les Émirats arabes unis qu'ils accusent de frappe sur l'île de Keshm. Le pays du Golfe va-t-il de nouveau subir un déluge de feu ? Peut-il se protéger ? On se posera la question ensemble. Et puis on reviendra également sur le nucléaire iranien qui semble plus que jamais sur les rails. Voilà pour le programme. Mais d'abord, écoutons la situation dans le détroit d'Ormuz avec la chance entre guillemets du régime iranien, le conseiller du guide suprême qui se rend compte de sa puissance et qu'il a la main dans le détroit d'Ormuz. Écoutez. La question du détroit d'Ormuz revêt une importance capitale. Nous avons négligé cette aubaine pendant des années. En réalité, le détroit d'Ormuz est un atout aussi puissant qu'une bombe atomique. Contrôler une zone qui, si elle est fermée, peut affecter l'ensemble de l'économie mondiale. C'est une capacité énorme. C'est une capacité que nous avons acquise grâce à cette guerre. Et nous ne la céderons en aucun cas. Et je présente mes invités pour ce grand dossier. Le général Dominique Delors, bonsoir. Ancien chef du centre opérationnel interarmé et ancien conseiller Afrique, Moyen-Orient du chef d'état-major des armées. Hélène Bonnet est également avec nous, bonsoir, éditorialiste international LCI. Vincent Crouzet est également avec nous, bonsoir. Bonjour, Quentin. Ancien espion, expert en renseignement et écrivain, auteur de votre autobiographie, Le jour où je suis devenu espion, aux éditions de l'Observatoire. Ulrich Bouna est également avec nous. Bonsoir, je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et chercheur chez Eurocreative. Tout de suite, on va revenir sur ces escarmouches, en tous les cas, ce qu'il s'est passé dans le détroit d'Ormuz ces dernières heures. Il s'est passé beaucoup de choses dans le Golfe Persique parce qu'évidemment, Iraniens et Américains ont de nouveau tiré sur des navires. À la fois, ils se sont en tout cas échangés des échanges de tirs sur des navires. On va faire le point avec vous, Camilla Campuzano. Que s'est-il vraiment passé ces dernières heures dans le détroit d'Ormuz? En tout cas, c'est le début de ce qui ressemble bien à un engrenage dans le détroit d'Ormuz. Regardez cette modélisation graphique. Elle illustre 3 destroyers américains qui tentent de franchir ce passage et ripostent du côté des Iraniens avec des drones, des missiles et des vedettes de la flotte Moustique dont on vous parle régulièrement. Téhéran publie ces images que vous voyez qui cherchent à montrer les muscles à l'évidence. Mais de quels dégâts parle-t-on? Quelle est l'ampleur des dégâts? Il y a-t-il même des dégâts? Et c'est là que 2 versions s'opposent. Voici les dernières images publiées du côté des États-Unis par le commandement central, donc par l'armée. Et on y voit donc ces 3 mêmes navires qui ont été pris pour cible. Aucun dégât apparent, pas d'impact. Et puis ce message qui accompagne ces photos: les 3 destroyers naviguent actuellement en mer d'Arabie pour soutenir le blocus contre l'Iran. Donald Trump lui-même a expliqué que les missiles ont été facilement interceptés, les drones ont été réduits en cendres et Washington a d'ailleurs riposté en ciblant 5 sites militaires iraniens impliqués dans ces combats et cette fois, pas d'image à l'appui. Mais de l'autre côté, les Iraniens ne relaient pas du tout la même information. Effectivement, du côté des Iraniens, déjà, on dit que ce sont les États-Unis qui ont tiré en premier. Et puis ensuite, on ajoute que l'Iran a frappé fort et diffuse ce genre d'images, un dessin qui caricature, comme vous le voyez, c'est un bateau des États-Unis à travers les réseaux sociaux de ces ambassades. Et là aussi, il y a une bataille des images en ligne puisque Donald Trump a lui également posté ceci. Vous voyez une mise en scène d'un bateau avec un avion iranien et on peut lire bing bing. Il est parti, réplique côté iranien, toujours sur les réseaux sociaux des ambassades. Et là, on peut voir que c'est la capacité militaire iranienne qui est mise en avant avec une image, et c'est une image choisie intentionnellement certainement d'un bateau. Alors évidemment, Camilla, la question ce soir, est-ce que le cessez-le-feu est mis en péril? Eh bien là encore, ce sont 2 versions qui se contredisent. Pour Donald Trump, le cessez-le-feu n'a en aucun cas été mis en danger. Il est toujours en vigueur. Il parle même d'une broutille, ce sont ces termes, je cite. Du côté iranien, on évoque en revanche des affrontements sporadiques, mais d'un cessez-le-feu qui a été en revanche violé selon les autorités. Alors pour ne rien arranger, eh bien les combats continuent dans le détroit d'Ormuz. L'armée américaine a annoncé avoir neutralisé 2 pétroliers iraniens qui se dirigeaient vers le Golfe
golfe d'Oman. Des avions de chasse sont intervenus, ont ouvert le feu sur ces 2 super tanks. Et ce sont donc des très grands navires qui sont suspectés de servir de base de stockage flottant à l'Iran pour le pétrole et donc qui en font des cibles stratégiques. Merci beaucoup Camilla Campuzano pour ce point complet. Général Dominique Delors, je me tourne vers vous tout de suite avec cette première question. On voit quand même les images qui sont impressionnantes. Est-ce que c'est la fin du cessez-le-feu par définition ou au contraire ce ne sont que des petites escarmouches entre Américains et Iraniens ? Alors d'abord, c'est la bataille des fake news, parce qu'effectivement, les croquis, tout ça, ça n'a aucune valeur de preuve. C'est de la propagande, de la désinformation, c'est ce que l'on veut. Quant aux images présentées par CENTCOM, ils nous présentent le bon profil, mais peut-être que ces destroyers sont beaux des 2 côtés. Donc, ils n'ont sans doute pas été touchés du tout, parce que c'est quand même beaucoup plus difficile de dissimuler une frappe importante qui aurait touché un bâtiment américain. Et si ça avait été le cas, je pense que la riposte américaine aurait été beaucoup plus forte que ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, les événements d'hier sont graves. Les 2 parties n'ont pas poursuivi leur engagement. Il n'y a pas eu les Iraniens n'ont pas poursuivi des lancements en direction des EAU ou sur des bâtiments civils appartenant au camp d'en face. Donc ça n'a pas été fait. Et les Américains, après la première contre-frappe, se sont arrêtés. Ce qu'il faut noter, peut-être l'a-t-on dit par ailleurs, mais c'est que la résolution qui avait été présentée par les États-Unis au Conseil de sécurité a été bloquée par les Chinois et les Russes. C'est quand même quelque chose d'important parce que c'était une carte diplomatique assez intéressante jouée par les Américains pour essayer de regrouper autour d'eux et d'essayer d'obtenir au moins l'abstention des Chinois et des Russes. Ce qui ne semble pas avoir été le cas. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne doit pas s'étonner que Trump monte dans les tours pour exiger, une fois de plus, une réponse de l'Iran avant la fin de son 18 trous, quoi. Alors, effectivement, on écoutera d'ailleurs Donald Trump et sa réaction dans quelques minutes, mais je retiens quand même votre mot. Selon vous, quand même, ce qui s'est passé, c'est grave. En tous les cas, il faut quand même le considérer. Est-ce que vous êtes d'accord, Ulrich Bonnat, sur le fait que, effectivement, c'est pas une reprise de la guerre, c'est pas une reprise des frappes massives, mais quand même, il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux? Oui, bien sûr. Enfin, c'était une confrontation militaire, donc oui. Après, il faut pas non plus en conclure que la trêve est terminée, dans le sens où je pense que ça arrange un peu les 2 camps. Donald Trump n'a pas forcément envie de reprendre des opérations massives d'une guerre impopulaire aux États-Unis, et puis des frappes massives pour faire quoi? Ça changerait pas véritablement les choses. Côté iranien, on pense avoir la montre et le temps pour soi, donc à la limite, autant faire durer les choses sans prendre un maximum de bombes sur notamment le réseau énergétique. Donc les Américains ont sans doute essayé de montrer qu'il est possible de passer dans le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont répliqué derrière. Ça a rien changé sur le fond. Il n'est pas possible, la circulation de la liberté de circulation n'a pas été rétablie dans le détroit d'Ormuz. Mais voilà, on montre un petit peu les muscles des 2 côtés et en attendant, en quelque sorte, la prochaine étape de négociation. Mais effectivement, oui, c'est effectivement, voilà, les 2 armées se sont affrontées. Néanmoins, on sent quand même pas ni d'un côté ni de l'autre une volonté de repartir à la guerre ouverte. Et d'ailleurs, justement, quand on écoute le président américain Donald Trump, effectivement, il ne s'agit que d'une broutille. Je cite d'ailleurs le président américain, écoutez-le. Oui, le cessez-le-feu tient. Ils ont joué avec nous aujourd'hui. Nous les avons balayés. Ils ont joué. J'appelle ça une broutille. Je vous dirai quand il n'y aura plus de cessez-le-feu. Vous n'aurez pas besoin d'être informé. S'il n'y a plus de cessez-le-feu, vous n'aurez pas besoin de le savoir. Il vous suffira de regarder une énorme lueur sortir d'Iran. C'est quand même assez saisissant. Il tente quand même de minimiser, Vincent Crouzet. Bah oui, il tente de minimiser parce que, comme l'ont dit Ulrich et le général Delors, il cherche à jouer la montre. Certainement, Trump cherche à gagner 3 ou 4 jours de tranquillité, de paisibilité avant sa rencontre au sommet avec Xi en Chine, qui peut déboucher d'ailleurs sur une résolution éventuellement du déblocage du détroit d'Ormuz. C'est tout à fait possible. Après, chacun teste ses moyens et les contre-mesures de l'adversaire. On se rend compte que les Iraniens, malgré leur gonflette permanente, n'ont pas été très très efficaces et qu'on a quand même 3 destroyers qui se trouvent dans le golfe Persique de manière assez impunie, si j'ose dire, et qui n'ont pas été réattaqués. En revanche, les Américains ont fait mal hier à 2 pétroliers, en graduant d'ailleurs, vous savez, le premier, il y en a eu 3 qui ont été touchés, le premier il y a 2 jours qui était touché, donc il y a 3 jours, au canon de 20 mm.
périmètre, et ceux-là ont été un peu plus durement touchés. Donc il semblerait tout de même que les Américains aient pris l'avantage dans cette bataille navale qui dure maintenant depuis une semaine. Alors évidemment, vous le voyez sur votre écran, Donald Trump qui attendait une réponse, qui attend toujours d'ailleurs une réponse des Iraniens sur un éventuel plan de paix, et pour le moment, eh bien cette déclaration est sans réponse. Pour le moment, les Iraniens ne répondent pas, et on sent quand même un Donald Trump qui est un petit peu titillé sur le sujet, en tout cas qui perd un peu patience. Hier, il s'est exprimé de nouveau sur la situation, et il menace, en tous les cas, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il évoque peut-être la reprise d'une autre opération militaire qu'il avait mise sur le côté, celle de cette escorte, le projet Liberté. Écoutez le président américain. Nous prendrons une autre voie si tout n'est pas finalisé. Nous pourrions revenir au projet Freedom si les choses n'avancent pas, mais ce sera le projet Freedom Plus, c'est-à-dire le projet Freedom plus d'autres choses. Alors le projet Freedom Plus, alors pour en savoir un peu plus, on va prendre la direction de Washington, on va retrouver notre correspondante TF1 LCI, Justine Jankowski. Alors évidemment, est-ce qu'on a des informations à Washington sur ce à quoi pourrait ressembler cette opération militaire Liberté Plus, en tous les cas? En tout cas, on sent que c'est une nouvelle pression mise sur le régime iranien. Oui, ça ressemble à une menace classique de la part de Donald Trump. Hier, l'administration américaine était assez confiante finalement. On avait entendu Marco Rubio, le secrétaire d'État, dire que les Américains attendaient une réponse de la part des Iraniens au plan de paix des États-Unis en disant qu'ils s'attendaient à une offre sérieuse. On a eu ensuite Donald Trump qui a confirmé ça en disant qu'ils attendaient une lettre de la part de l'Iran. Et finalement, hier soir, silence radio. Aujourd'hui, c'est pareil. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas eu de réponse, mais en tout cas, il n'y a pas eu de communication ni officielle, ni de fuite dans la presse, comme c'est souvent le cas ici. Et on se doute que si Donald Trump avait obtenu une victoire de la part des Iraniens, enfin dans ces négociations, si les Iraniens avaient accepté ce plan de paix, on le saurait déjà. Donc c'est sûr qu'ici, on s'interroge, on se demande pourquoi ce silence, pourquoi ce délai. Est-ce que les Iraniens sont en train de refuser? D'où ce nouveau coup de pression de Donald Trump hier soir qui dit qu'il pourrait relancer le projet Liberté plus autre chose, ce projet donc de guider les navires à travers le détroit d'Ormuz bloqué par l'Iran. On sent que Donald Trump veut mettre une pression maximale car il commence à se lasser de ce conflit et il sait que l'opinion publique américaine aussi. Merci beaucoup Justine Jankowski en direct de Washington. Hélène Bonnet, je rappelle juste, reporter international LCI, il faut être précis quand même lorsque je vous présente. Comment analyser ces allers-retours du président américain? C'est vrai qu'on fait la blague, on a l'impression que c'est un menu de restauration rapide, un coup c'est plus, un coup c'est moins. Comment on analyse ces allers-retours? Mais tout simplement par le fait qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il va mettre un coup de pression, donc c'était l'opération Freedom, en se disant que peut-être la pression serait suffisante pour que, au moment où il fait une proposition à l'Iran, c'est ce fameux plan, ce mémorandum d'une page, eh bien ça va les inciter à faire des concessions. Et en fait, là, il attend toujours la réponse. Et on comprend bien que du côté iranien, il y a... Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'empressement, parce qu'il y a un poids qui pèse sur l'Iran. Mais je veux dire, ils ont cette capacité de délayer, c'est-à-dire de faire attendre, et puis de ne pas répondre tout de suite. Et puis surtout, les points de vue sont quand même extrêmement divergents, encore maintenant. Donc, Donald Trump s'énerve et menace à nouveau. Donc, on est tout le temps dans ce moment où il dit « Non, mais... on va trouver une solution, et puis finalement il s'énerve, il met un coup de pression, il se dit que là il va y avoir une réponse, ça ne vient pas, il s'énerve à nouveau. Donc là il promet Freedom plus, Liberté plus. Alors plus on se demande ce que ça peut être. Là cette opération Freedom a duré 24 heures, il y a 2 bateaux qui sont passés, donc plus ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il pourrait l'étendre, première hypothèse, mais on voit que même s'il y a une supériorité militaire américaine, ça va avoir un coût en munitions, en protection, en moyens militaires, donc ça risque d'être très consommateur. Ou alors sinon c'est quoi? C'est une reprise des frappes sur quelle cible en plus? On voit que jusqu'à maintenant, tous ces bombardements ont peut-être affaibli l'Iran, mais ils l'ont pas mis à genoux. Donc en fait, on a du mal à voir quelle carte plus il lui resterait dans la manche pour l'instant. Général, à quoi ça pourrait ressembler? Alors, Freedom Plus ou Super Freedom, allusion au Super Bowl, c'est effectivement qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ce qu'il pourrait faire, c'est peut-être, s'il voulait faire quelque chose de plus, demander à la marine américaine
non pas d'escorter 2 ou 3 navires, mais d'ouvrir des créneaux de temps dans la journée de passage, c'est-à-dire maintenir ouvert pendant, je sais pas, 6 ou 8 heures, de façon à permettre un écoulement un peu plus important de bateaux sur une sorte de cylindre protégé dans lequel, évidemment, il sera obligé d'engager plus de moyens de la marine et de l'armée de l'air pour essayer de tenir face à toutes les agressions multiples des moustiques ou des frelons, suivant la taille, hein, et puis des autres exocètes chinois qui pourraient tirer sur les navires. C'est des missiles qui ont pour objectif de taper des navires. Hein. Bon. Et donc, mais ils en ont utilisé. Pour le moment, ils n'ont pas fait de but sur les destroyers américains. Donc, ils pourraient demander plus à la marine américaine. C'est-à-dire, globalement, quand même, courir plus de risques pour la marine américaine. Bah, c'est vrai que là, votre solution, en tous les cas, votre option, quand on parle d'escorte, on imagine, entre guillemets, un navire. Alors après, encore une fois, on avait beaucoup de mal à savoir de quoi il s'agissait exactement lorsque Donald Trump parlait d'escorte, mais il s'agit vraiment de protéger presque physiquement des navires français. Là, si vous donnez une fenêtre, les navires restent quand même à portée de tir iranien, et c'est seulement la décision des Iraniens. Il y a un certain nombre de bâtiments qui ne seraient pas en piquet, au sens où ils ne seraient pas arrêtés, mais qui seraient en tenue de zone, pour permettre justement l'écoulement d'un trafic un peu plus important. Mais c'est évidemment les risques vont augmenter pour tout le monde, aussi bien pour la marine américaine que pour les navires civils. C'est pas impossible. Tout dépend comment ils évaluent, comment CENTCOM évalue véritablement la menace à laquelle ils ont eu affaire. Est-ce qu'ils ont considéré que c'était difficile d'arrêter les tirs de drones, les vedettes rapides, les missiles? Est-ce que ça a posé des grands problèmes, ou est-ce que ça a été relativement facile? Si ça a été relativement facile, ils peuvent dire qu'ils peuvent accroître à ce moment-là le risque, parce qu'ils ont estimé qu'ils maîtrisaient Si au contraire les Iraniens ont fait preuve d'une grande agilité dans la coordination, qu'ils ont des munitions qui sont difficiles à arrêter, qui nécessitent des missiles si j'ose dire, de haute catégorie, NASA, je pense qu'ils vont être plus prudents. Mais vous voyez il y a la partie politique, et puis il y a l'évaluation opérationnelle. Dans l'évaluation opérationnelle, évidemment, difficile de savoir ce que pense exactement l'amiral CENTCOM, mais c'est lui qui sait s'il peut proposer plus. Le Freedom Plus, est-ce que c'est une capacité à ouvrir un peu plus longtemps, pour un peu plus de navires, et un peu plus fréquemment? Donc plutôt que simplement une escorte, même à relativement grande distance, de navires qui passent. Alors évidemment, vous vouliez réagir, Vincent? Non, puis avec d'autres moyens, effectivement, l'accompagnement, l'escorte avec des hélicoptères de combat, éventuellement des vedettes rapides type Etraco, etc., pour justement se prémunir contre des attaques de la flotte moustique. Liberty Plus, ça me fait penser à Monsieur Plus de Balzen, vous savez. J'essaie de faire rentrer des sous un petit peu dans la régie publicitaire. Et certainement, Trump a été un peu biberonné à la pub des années 80. Il a le ton, en tout cas, du dicton, justement, pour pouvoir vendre ces opérations. Mais on a quand même le sentiment que le président américain, pardon pour l'expression, navigue à vue sur ce sujet du détroit d'Ormuz. Et il attend une réponse des Iraniens, mais visiblement, les Iraniens sont très loin de vouloir céder. On a entendu tout à l'heure l'un des conseillers du guide suprême iranien faire quand même le parallèle entre la force de frappe iranienne dans le détroit d'Ormuz avec la bombe atomique. C'est quand même pas étonnant. On parlera d'ailleurs justement un peu après du problème nucléaire iranien. Donc le parallèle est très intéressant. Mais autre déclaration pour voir à quel point l'Iran est confiante sur ce sujet, c'est l'un des conseillers également des gardiens de la Révolution qui évoque qu'avec Ormuz, eh bien, l'Iran n'a même plus peur des sanctions, en fait, parce que c'est tellement fort pour eux, tellement puissant, que finalement les sanctions qui pourraient arriver potentiellement ne seraient presque d'aucune utilité. Écoutez cette réaction iranienne. Nous n'aurons certainement plus à faire face à ce problème des sanctions, car le détroit est désormais sécurisé. Compte tenu du comportement récent de Trump et des ennemis de la vérité, ainsi que de notre propre position, le détroit a été solidement sécurisé. Je ne pense donc pas que nous rencontrerons de problèmes sérieux. C'est quand même impressionnant de voir la confiance des Iraniens quand même aujourd'hui sur cette question. Bon, après, il y a un peu du jeu de rôle aussi. Bien sûr, évidemment, c'est de la propagande. Ils sont filmés, c'est aussi un message qui s'adresse à la population iranienne. Mais après, oui, c'est une réalité. Effectivement, cette guerre a démontré à l'Iran qu'elle avait cette capacité à
non seulement avoir un impact dévastateur sur les pays de la région, mais aussi sur l'économie mondiale, en s'en tirant plus ou moins à bon compte. Alors, j'ai quand même pris des frappes, plus de 14 000 frappes, donc il y a eu des conséquences, mais néanmoins, effectivement, et c'est l'un des vrais problèmes de cette guerre, c'est-à-dire que ça va être compliqué de revenir au statu quo ante. Ça va être très compliqué de faire admettre aux Iraniens qu'il faut rouvrir le détroit d'Ormuz et que la libre circulation des navires, c'est tout à fait acceptable. C'est la raison pour laquelle les Français et les Britanniques ont prépositionné des navires dans la zone, notamment le Charles de Gaulle, parce qu'il va falloir sans doute faire une opération quand tout sera terminé pour rassurer déjà les armateurs qu'il est désormais possible de naviguer dans la zone et sans être soumis au péage des Iraniens, parce qu'il est probable que les Iraniens envisagent cette solution au final, c'est-à-dire grosso modo de se payer un peu sur la bête en forçant les armateurs qui passeraient dans le détroit d'Ormuz à payer un passage qui auparavant était gratuit. Et juste un point sur le fait que Donald Trump s'impatiente, etc. Il y a quand même de fortes chances que les Iraniens ne répondent pas véritablement à Donald Trump avant l'entrevue entre Donald Trump et Xi Jinping. Mais ce sera en tous les cas dans l'intérêt des Chinois. Alors justement, que va faire Donald Trump ? Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de relancer ce projet Freedom ? Parce qu'honnêtement, là, le projet Freedom tel qu'il est présenté, on n'est pas sur un retour des frappes. Il pourrait au moins juste annoncer peut-être au moins le retour de cette opération qui visiblement n'est pas une opération offensive. Mais parce qu'elle marche pas, en fait. Enfin, concrètement, il a fait passer 2 navires, il y en a un troisième qui a essayé de passer, qui a reçu des tirs. Ça ne fonctionne pas, ça demande une débauche de moyens extrêmement importante. Ça met effectivement l'armée américaine dans une position défensive un petit peu plus risquée, parce qu'ils sont beaucoup plus proches des côtes. Donc ça ne marche pas. En fait, c'est ça aussi le problème. Et les armateurs, notamment, enfin, vu qu'il y a eu un navire de toucher, les armateurs ne se rendront pas. En fait, ne prendront pas ce corridor si c'est beaucoup trop dangereux. Les quelques navires qui sont passés sont des navires essentiellement, enfin, je crois qu'il y en a eu 3, il y en a eu 2 qui battaient pavillon américain. C'est pas pour rien qu'ils battaient pavillon américain. C'est parce que, grosso modo, l'administration américaine a fait pression sur les amateurs pour dire à ces navires-là, vous passez pour montrer que c'est possible. Mais très concrètement, ça ne fonctionne pas, le projet Freedom. Donc, il peut rajouter plus s'il veut. Mais concrètement, ça ne fonctionne pas. On a vu l'information cet après-midi comme quoi un destroyer britannique se rendait dans la région. Évidemment, vous en avez parlé, il y a le Charles de Gaulle également qui arrive sur zone. On est d'accord qu'il ne s'agit pas là du tout de participer à ce projet Liberté, Vincent Crozet. On n'est pas du tout là. Non, pas du tout. Non, ça s'inscrit donc dans le projet de la coalition avec d'ailleurs avec l'escadre du Charles de Gaulle. Alors pour la petite histoire, le HMS Dragon, vous savez, il a une drôle d'histoire parce que ça a été dans la fiction, c'est le destroyer qui tire sur l'île où se trouve James Bond dans Mourir peut attendre en 2021, le dernier Daniel Craig, et donc qui anéantit l'île où se trouve James Bond. Mais en fait, il a des capacités beaucoup moindres en fait de destruction, mais c'est un destroyer multirôle assez intéressant, notamment pour ses capacités de protection du ciel grâce à ses missiles Aster. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la confiance affichée des Iraniens, mais évidemment, du côté des Américains, on explique quasiment quotidiennement que ce blocus et ce contre-blocus, surtout américain, fait beaucoup de mal à l'Iran, que ce soit militairement, mais aussi économiquement. Un chiffre qui est passé 13 milliards de dollars, c'est ce que perdent les Iraniens avec ce blocus, le fait qu'ils ne puissent pas justement exporter leur pétrole vers leur pays alliés, entre guillemets, ceux qui leur achètent du pétrole. Et il y a une image qui fait beaucoup parler depuis plusieurs heures, c'est cette marée noire. Une marée noire qui a été aperçue, en tout cas sur les images satellites, tout près de l'île de Karg. On sait que Karg, c'est un dépôt pétrolier, l'un des plus importants, si ce n'est le plus important, dépôt pétrolier iranien. Et on se pose la question de ce qu'il se passe autour de cette île. Regardez notamment un sujet, cet extrait d'Antoine Bourdarias. Voici la nappe de pétrole photographiée depuis l'espace. Elle a été repérée à l'ouest de l'île de Karg, le cœur de la production du pétrole iranien. D'après le New York Times, qui a fait analyser ces images, la marée noire, ces bandes grises et blanches sur l'image, représentent environ 3000 barils de pétrole, étendus sur 50 km², la moitié de la taille de Paris. Selon un observatoire britannique, c'est la plus vaste nappe de pétrole observée dans le Golfe depuis le début de la guerre. La source de cette marée noire reste floue. Entre-temps, elle dérive vers le sud et il semble peu probable qu'elle soit traitée de manière appropriée. Cette marée noire est-elle la conséquence d'une frappe sur un pétrolier ou sur un terminal ? Ou bien les Iraniens ont-ils volontairement relâché ce pétrole face à des stocks trop importants qu'ils n'arrivent plus à exporter à cause du blocus ? Alors pourquoi Antoine Bourdarias se pose la question ? Parce qu'on l'a évoqué sur LCI il y a plusieurs semaines. On le sait, les stocks de pétrole iranien ont, entre guillemets, un maximum. Et aujourd'hui, avec le fait que l'Iran ne puisse plus exporter son pétrole,
il se trouve que les caisses, entre guillemets, sont remplies à 100% et il est question justement de savoir que potentiellement il pourrait rejeter du pétrole. C'est quand même, quoi qu'il arrive, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est involontaire, Vincent Crouzet ? C'est de la perte économique massive pour l'Iran. Bon, les cuves sont pleines à Karg. Il y a 10 jours de production donc de stockage, près de 29 millions de barils stockés donc à Karg. Ils ont aucun intérêt en fait à larguer leur pétrole en mer. Le problème, c'est que Karg est en fonctionnement dégradé. Vous voyez, il y a 3 terminaux pétroliers. Il y a 3 grandes jetées. Il y a la grande jetée Hanté côté est, qui est capable d'accueillir 6 à 7 pétroliers. Il y a une jetée à l'ouest qui s'appelle Sea Island et une autre au sud qui s'appelle Darius. Rien à voir avec Darius Rochebin, mais c'est Darius le Grand, donc le troisième grand roi perse. Et certainement le fonctionnement de ces jetées, donc qui ont tous donc des tubes et avec des vannes qui bloquent justement le pétrole qui vient des cuves. Il est possible que ce soit un accident dû justement à un fonctionnement très dégradé de l'île qui a été bombardée. Il faut s'en souvenir. Et ça fonctionne peut-être pas nécessairement comme cela devrait. Non, ils ont aucun intérêt à se débarrasser de leur pétrole en mer. D'abord pour des questions d'image et de communication. Ensuite, il vaut mieux le brûler. Donc le brut qui ne serait plus stocké à Karg, puisque de toute manière les cuves sont pleines. Alors j'ai entendu une autre option. Alors évidemment, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le truc. Ça pourrait peut-être éventuellement être une manœuvre pour ralentir dans le blocus. Est-ce qu'un pétrole, le fait d'une marée noire, ça peut créer des difficultés pour l'adversaire lors d'une éventuelle bataille navale générale ? Alors, d'abord, effectivement, déjà pour le détroit d'Ormuz, on emploie le terme de bombe atomique. C'est d'ailleurs les Iraniens qui l'emploient. Mais là, on a véritablement une bombe sale. C'est-à-dire que là, si il y a des bombardements sur la zone et si les zones d'embarquement de pétrole ou de gaz sont touchées, ça fera on dira que ça sera une poussière par rapport à ce qui s'écoulerait dans le golfe arabo-persique. Alors, pour revenir précisément à votre question, je n'y crois pas. Je crois que je pense qu'ils n'ont aucun intérêt pour le moment à sortir cette arme-là, sachant que globalement, il y a des tankers qui sont pleins dans cette zone, il y en a beaucoup. Et donc, on a remarqué justement, c'est assez intéressant, c'est que les Iraniens n'ont pas tiré sur des tankers. Donc, ils n'ont pas touché des tankers avec l'intention de les couler ou de les détruire ou de les mettre en flammes. Donc ça, on évite pour le moment. Ils voient bien l'intérêt commun puisqu'ils sont riverains du golfe arabo-persique. Ils l'appellent d'ailleurs persique. Ils veulent pas créer des marées noires qui seraient préjudiciables pour leur environnement, pour leur image, pour leur population, pour leur. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que pour le moment, dans cette affaire, c'est les Américains qui ont le moins intérêt à l'ouverture. Ils le souhaitent, bien sûr, ils le veulent. Mais globalement, c'est eux qui sont les moins pénalisés. Les plus pénalisés, Pourquoi ? Parce qu'ils sont exportateurs de pétrole, c'est ça ? Oui, parce que d'abord, eux, ils importent quasiment, à part quelques échantillons, ils importent très peu de cette zone-là. Et c'est principalement les Asiatiques, en particulier les Chinois. Donc quand c'est fermé, ça gêne qui ? Ça gêne pas les producteurs américains de pétrole, au contraire, ils les vendent encore plus cher. Mais par contre, ça gêne beaucoup les Chinois, beaucoup. Ça, c'est une affaire sérieuse. Alors, on voit d'ailleurs, il y a eu des images qui sont passées sur des manifestations qui ont eu en Chine, parce qu'il y a des usines qui ferment, parce qu'il manque de plastique, parce qu'ils arrivent plus à exporter. Donc, il y a des grandes manifestations qui ont eu lieu. Bon, évidemment, les moyens de police chinois sont suffisants pour maintenir l'ordre, mais c'est pas sans conséquence sur l'économie chinoise. Donc, eux sont directement concernés. Évidemment, il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi l'Inde, il y a le Japon, il y a l'Asie en général, l'Afrique, puis évidemment, il y a énormément d'échanges. Donc, il faut voir quand même que dans cette affaire, l'ouverture des détroits d'Ormuz est évidemment en termes d'image quelque chose d'important pour le président américain, mais d'un point de vue économique, c'est pas du tout catastrophique pour lui, au contraire. Et vous avez regardé les indicateurs aussi bien. Alors, évidemment, le galon monte à la pompe, mais la bourse américaine, elle se maintient très haut.
Donc c'est pas dans une situation si dramatique que ça. On le voit nous parce qu'on est déjà impacté. Mais vous voyez que pour lui c'est éventuellement différent et c'est toujours la question de l'agenda effectivement. Et voilà, c'est pas le même agenda. À la fois les Iraniens, les Américains et aussi les Européens. Dernière information, vous le voyez sur votre écran, information donnée par le CENTCOM qui publie régulièrement le bilan de ce contre-blocus américain. 58 navires iraniens victimes du blocus américain. C'est la dernière estimation et le dernier bilan du CENTCOM américain. Je rappelle que le CENTCOM c'est le commandement central au Moyen-Orient. Hélène Bonnet, là encore une fois, ça reste de la communication américaine, mais 58 navires quand même, ça a l'air de fonctionner mine de rien quand même un petit peu. Oui, la plupart des bateaux semblent avoir du mal à passer. 58, c'est évidemment pas vérifiable. Il faut soit se fier à ce que disent les Américains, soit... mais oui, globalement, ça reste... il y a un impact de ce blocus. Sinon, les Iraniens ne demanderaient pas à ce qu'il soit levé. Après, voilà, vous avez aussi des navires qui ont réussi, semble-t-il, à passer. Les Émirats auraient tenté aussi de faire passer certains bateaux. Donc voilà, avec l'assentiment de qui, comment. Voilà, globalement, il est efficace. Il n'est pas totalement étanche. Alors, on va évoquer aussi ce qui se passe du côté des Émirats Arabes Unis, parce que depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs heures, le pays du Golfe est régulièrement menacé par les Iraniens. Tout est parti de cette attaque sur l'île de Keshm, qui est l'une des îles justement au large du détroit d'Ormuz. Et effectivement, selon Téhéran, cette île a été frappée par des avions émiratis. Alors encore une fois, il s'agit de la communication iranienne, mais les menaces se font de plus en plus pesantes après cette frappe sur l'Iran. On va prendre la direction de Doha. On va retrouver au Qatar notre envoyé spécial Marion Rossel, parce que évidemment on s'inquiète du côté du pays du Golfe. Est-ce qu'il y a eu une première réaction ? En tout cas, est-ce que l'inquiétude monte là-bas ? L'inquiétude monte forcément parce que depuis plusieurs jours, les Émirats Arabes Unis sont de nouveau pris pour cible par l'Iran. Hier encore, 2 missiles balistiques et 3 drones ont été interceptés dans le ciel émirati. Et les Émirats Arabes Unis sont en fait le pays le plus ciblé par l'Iran depuis le début de cette guerre. L'Iran qui reproche à ce pays du Golfe d'être trop proche d'Israël, trop proche des États-Unis. À noter d'ailleurs que le New York Times, par exemple, rapporte un appel entre les dirigeants émiratis et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Alors côté émirati, on n'a pas revendiqué avoir attaqué des bases ou des cibles iraniennes, malgré les accusations de la part du régime des Mollahs. Mais après les attaques qui ont eu lieu il y a quelques jours, le gouvernement émirati s'est dit prêt à riposter et en droit de riposter. L'inquiétude pour les Émirats Arabes Unis, ce serait d'être lâchés en quelque sorte par l'allié américain qui pourrait vouloir à tout prix ou presque un cessez-le-feu durable, une fin de cette crise, même si la sécurité dans la région n'était pas restaurée. Géographiquement, forcément, les Émirats Arabes Unis sont tout particulièrement ciblés par l'Iran et très dépendants aussi du détroit d'Ormuz, comme le Qatar également. Mais le Qatar, lui, s'est plus placé dans une position de médiation entre les États-Unis et Téhéran. Les Émirats Arabes Unis qui donc cherchent de l'appui du côté américain et qui cherchent aussi à renforcer leur défense. Pour l'instant, pas d'annonce d'opération militaire à venir, mais ils ont procédé avec d'autres pays du Golfe à un accord qui a été conclu avec les États-Unis à hauteur de 25,8 milliards de dollars, 3 fois plus que ce qui avait été annoncé. Mais ces dépenses d'armement et puis ces outils pour la défense aérienne, ils mettront plusieurs mois, même plusieurs années à être livrés. Merci beaucoup Marion Rossel, envoyée spéciale pour LCI au Qatar, à Doha. On va écouter justement l'une de ces menaces iraniennes. Elle est venue d'un des conseillers du guide suprême iranien. Écoutez. Quelle est votre réponse à un petit pays comme les Émirats Arabes Unis qui a commis des erreurs ? Ils ont été punis et ils le seront encore davantage. Pendant longtemps, ils se sont présentés comme un paradis pour la sécurité des investissements. Aujourd'hui, ils sont devenus le théâtre de la plus grande fuite des capitaux. Ils ont été mis à mal et ils le seront encore davantage. Ulrich Bouna, c'est quand même sidérant de voir la différence de relation entre l'avant-guerre et aujourd'hui entre les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Ils ont été littéralement bombardés par les Iraniens. Est-ce que dans les prochains jours, il faut s'attendre malheureusement à ce que les Émirats Arabes Unis resubissent un déluge de feu ? C'est possible.
c'est possible. Alors, je vais pas prendre sans doute pas le scénario principal, mais c'est possible, et ce d'autant plus que, en fait, ce qui a frappé aussi dans ce projet liberté avorté, c'est que lorsqu'il y a eu des frappes sur les Émirats Arabes Unis, il s'est rien passé côté américain. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui a marqué tous les pays de la région, de se dire que finalement, encore pendant la guerre, il y avait des bombardements, mais il y avait des répliques américaines derrière et israéliennes. Là, finalement, les Américains n'ont rien fait, et donc effectivement, ça pose une vraie question, surtout pour un pays qui est très très en pointe sur le sujet iranien, comme les Émirats Arabes Unis, qui veulent faire tomber le régime, soyons clairs, en Iran, et donc effectivement, c'est une vraie question pour eux. Alors c'est aussi la raison pour laquelle ils privilégie de plus en plus ce partenariat avec Israël, mais ça fait du coup de ce pays-là, en quelque sorte, une espèce de ligne de front directement avec l'Iran. Et on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes stratégies. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'on voit par exemple le Qatar et l'Arabie Saoudite sont pas du tout sur la même stratégie. Ils ont une volonté de négocier désormais avec les Iraniens parce qu'ils ont bien conscience que les Américains seront peut-être pas là pour défendre leurs intérêts comme il le faut, mais effectivement, eux, les Émiratis, estiment qu'il en va de leur survie et que donc ils sont prêts effectivement à intervenir militairement s'il le faut avec l'aide des Israéliens. C'est très intéressant votre synonyme et votre phrase, ligne de front. On a quand même le sentiment, effectivement, Vincent Crouzet, que les Émirats Arabes Unis, c'est la ligne de front, c'est en première ligne de cette guerre maintenant. Marion Roussel avait raison de dire que les Émirats Arabes Unis étaient le pays le plus ciblé. 2800 projectiles qui sont tombés, qui ont ciblé les Émirats Arabes Unis depuis le 28 février, 2200 drones et 600 missiles, en partie interceptés par les Patriotes et par le système THAAD qui protège les Émirats Arabes Unis, et puis aussi par nous, puisque nous sommes engagés par un accord de défense à défendre la souveraineté émiratie. Nous avons notre base aérienne 104 permanente depuis 2008, donc depuis près de 20 ans maintenant, sur place, avec 9 rafales de l'escadron de chasse Provence, qui sont intervenus, notamment avec leurs missiles Mika, pour intercepter des missiles. Donc, si les États-Unis, effectivement, ne sont plus capables de protéger les Émirats Arabes Unis, nous sommes en revanche engagés quasiment chaque jour auprès des Émiratis pour protéger justement ce territoire. Et d'ailleurs, nous avons été frappés, puisque notre emprise navale aux Émirats Arabes Unis a été frappée aux premières heures du conflit. Hélène Bonnet, est-ce qu'il faut s'attendre parce que les Émirats Arabes Unis deviennent, allez, je tente le mot, le bouc émissaire dans cette guerre? C'est-à-dire que plutôt que de viser directement les Américains, les navires américains, voire leurs intérêts, que ce soit en Israël ou ailleurs, c'est beaucoup plus facile de viser les Émirats Arabes Unis qu'un autre pays. Alors ça reste, on a vu avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz que les Iraniens ne se privent pas d'essayer de cibler les États-Unis, donc ça va pas remplacer. En revanche, oui, c'est une cible, c'est le voisin, il est là, c'est facile. Il y a eu ce terminal de Fujairah dont on voit les images qui a été frappé à un moment où justement cette opération Freedom était en cours. Donc au lieu de répondre uniquement sur les États-Unis, les Iraniens ont aussi frappé l'allié qui se trouvait juste à côté. C'est la cible, oui, c'est la cible facile et privilégiée. Et quand Donald Trump dit Freedom Plus ou le suite des opérations, il faut imaginer que derrière, c'est le risque aussi pour les Émirats, c'est d'être à nouveau la cible de tentatives de frappe et de réponse. Et on a vu qu'il y avait dans ces pays du Golfe des usines de dessalement, des intérêts économiques forts. Donc il peut y avoir encore plus de dégâts. Est-ce que, Général Dominique Delors, est-ce que les Émirats Arabes Unis vont devoir se tourner vers d'autres alliés pour les protéger? C'est le cas. Alors, il y a des bases américaines qui ont fait leur travail, du moins dans le cadre des ordres de CENTCOM. Il y a les Français, dont vient de parler Vincent, mais il y a aussi beaucoup d'autres pays qui sont là. Il y a un OSS de Britanniques, on dit qu'il y a même des Ukrainiens qui sont venus proposer leurs drones. Il y a bien sûr, on parle aussi d'un escadron d'Égyptiens qui risquent d'arriver et se prépositionner. Ils ont, et puis les Israéliens qui ont envoyé. C'est ça, c'est presque. Donc, si vous voulez, ils ont un système multicouche un peu, mais c'est un puzzle, leur truc, là. Mais c'est non négligeable et au plan politique, c'est intéressant parce que ils ont cumulé quand même toute une série de pays qui viennent au secours avec des moyens différents. Donc, ils ont des vraies capacités. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ils ont réussi heureusement à arrêter la très grande majorité des drones et des missiles qui ont été tirés contre eux. Il faut dire qu'il y a des objectifs fantastiques. La tour à Dubaï qui fait 1 kilomètre de haut. Vous imaginez un projectile arrivant dans cette tour là?
Donc, ça, au plan du symbole mondial, c'est vraiment, ça serait quelque chose d'énorme. Donc, ils ont prévu tout ça. D'abord, ils sont liés aussi à Israël à travers les accords d'Abraham. Donc, ils sont en première ligne. Pour ce qui est du Qatar et de l'Arabie Saoudite, il semble qu'ils soient revenus sur cette position un peu. Ils ont eu un coup d'humeur cette semaine et ils ont à nouveau ouvert leur espace aérien aux différents mouvements américains. Donc on voit qu'il y a évidemment des humeurs, et il ne faut pas être surpris de la part des Saoudiens qui sont extrêmement fiers et puissants, et qui ne veulent pas se faire manœuvrer comme des gamins. Effectivement, et les Qataris d'ailleurs, on l'a vu encore aujourd'hui, qui sont encore dans les coulisses des négociations, puisqu'ils ont rencontré notamment l'administration Trump il y a quelques heures, justement, qui parle à la fois aux Américains et à la fois aux Iraniens. Je voulais également en venir avec vous avec ces images qui nous ont intéressés hier soir. Elles ont été évoquées sur LCI, mais elles continuent aujourd'hui de faire l'actualité. Ces images de ce vaisseau mer, en tous les cas, ce bateau mer repéré au large de la base de Diego Garcia. Alors pour bien comprendre, il faut rappeler où se situe Diego Garcia. C'est en plein océan Indien. C'est une base britanno-américaine, si je ne me trompe pas, générale. Et voilà la carte précisément de cette base militaire. Donc on est vraiment en plein milieu de l'océan Indien. Et des images satellites ces derniers jours, ces dernières heures, nous montrent un déploiement un peu particulier d'un bateau-mer de la marine américaine. On va faire le point avec vous, Pierre Barbin, parce que ce navire pose énormément de questions. Que sait-on de ce bateau américain ? Oui, on sait que c'est une base flottante des forces spéciales américaines. Sa taille d'abord, 193 mètres de long, 26 de large. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il peut y avoir à son bord. Par exemple, 50 marins civils, puis 159 soldats. Il y a aussi bien évidemment des équipements, des Zodiac, des jet skis, 4 hélicoptères ou encore des drones. On le voit donc, vous l'avez dit, sur cette image satellite prise hier aux côtés de 2 navires américains, dont un destroyer. L'endroit où il a été repéré n'est pas anodin, au large donc de la base navale américaine de Diego Garcia, située en plein cœur de l'océan Indien. Alors pourquoi sa présence à cet endroit est significative ? Car en fait il est dédié à des opérations spéciales en mer, comme des missions littorales secrètes. Il navigue d'ailleurs très régulièrement avec son transpondeur éteint, donc il est difficilement repérable. On pourrait donc, cela laisse imaginer une opération terrestre imminente, d'autant qu'on l'a dit, il peut accueillir des soldats des forces spéciales. On sait également que ce navire est régulièrement utilisé par l'armée américaine. Ce fut le cas il y a quelques mois au large du Venezuela. D'abord pour lutter contre le narcotrafic, puis dans un second temps, il aurait participé à l'opération de capture de Nicolas Maduro le 3 janvier dernier. Merci beaucoup Pierre Barbin pour ces explications. Et on est en ligne avec François Morizur. Bonsoir. Vous êtes ancien capitaine de frégate commando marine, expert en sûreté maritime. Vous connaissez très bien justement ces bateaux qui sont spécialisés justement dans le commando. Et c'est ma première question. On est bien d'accord que ce navire, donc ce MV Ocean Trader, il est parfaitement dédié pour la marine américaine pour projeter des soldats sur la terre, notamment des commandos. Ouais, ce navire, en fait, c'est un peu le couteau suisse de la marine américaine. C'est un navire qui est capable d'être le navire base pour différentes opérations. Ça peut être la mise en place de forces spéciales. Donc, il dispose d'un pont, il peut mettre en œuvre des hélicoptères et des V-22. Il peut également participer à des opérations de déminage, être une base pour des opérations civilo-militaires, de soutien, etc., du soutien logistique. Donc, ce qui est à noter, c'est que ce navire, il ne vient pas d'arriver, en fait. Ce navire était présent dans la zone et lors de l'opération sur le tanker Tuska, lorsque ce tanker avait été tiré au canon de 127, en arrière-plan sur les images fournies par la marine américaine, on le voyait en fait. Est-ce qu'on peut imaginer, alors évidemment en faisant des projections, on a beaucoup parlé des éventuelles options qui s'offraient à Donald Trump, notamment pour récupérer l'uranium enrichi, on en reparlera juste après dans le grand dossier, mais est-ce que typiquement avec ce type de navire et cette projection de soldats, ça s'applique parfaitement à ce type d'opération ? Non, pour moi c'est pas suffisant, c'est un plot opérationnel qui est capable de déployer des moyens aériens peu nombreux. Non, pour moi, c'est pas un élément essentiel. C'est un plot complémentaire. Alors justement, complémentaire, pourquoi ?
selon vous? Pour mener une opération, mais globalement, ça c'est plutôt mon côté ancien commando marine. J'imagine pas à ce stade, avec les moyens déployés, une opération dans la durée, à terre, sur des objectifs qu'il faudrait tenir. Je vois plus une action coup de poing, va-et-vient, très court, dans la durée, une nuit, pour saisir quelque chose, un point, ou mener une opération vraiment spécifique, médiatique, pour marquer un point, mais je vois pas plus. François Morizur, vous restez évidemment avec nous. Je me tourne vraiment du côté du général. Vous partagez cet avis où c'est quand même intéressant de se dire que la marine américaine a à sa disposition, alors évidemment c'est dans l'océan Indien, mais à sa disposition un type de navire pour réaliser une telle opération. Je retiens l'image du couteau suisse, je la trouve excellente. Alors ce couteau suisse, on la rajoute dans la boîte à outils. Et qu'en termes des opérations, quand on est au stade de la conception des opérations, qu'on a des options à présenter au pouvoir politique, il faut avoir, les moyens déjà prépositionnés dans la zone pour pouvoir assurer le montage de la zone. Donc là, on a vu arriver les groupes aéronavals, on a vu arriver les tankers, on a vu se prépositionner les B-52, les B-1, les B-2 qui soient aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou quelque part ailleurs. Donc on a vu ça, on a vu aussi évidemment des forces, les forces des Marine Corps arriver aussi, donc il y a une MEU complète avec même des surcapacités, et puis un peu de parachutisme, on rajoute dans l'hypothèse où on en aurait besoin. Donc ça forme la boîte à outils. Et à partir de là, on essaie de construire des options en fonction de l'objectif politique qui est indiqué par le pouvoir, et de toute façon, lui proposer des options militaires. Et l'arrivée de ce couteau suisse, avec d'excellentes compétences dans des domaines bien déterminés pour des durées limitées, dans un espace limité, mais avec une très haute valeur ajoutée, comme ça a été souligné, c'est intéressant de l'avoir. On ne sait pas encore comment ils vont l'utiliser. On l'a pas fait venir nécessairement en ayant une idée précise déjà de la manière dont on va l'utiliser. Mais en fonction du type d'opération qui serait à monter, on aura peut-être ou pas besoin de lui. Donc ça, si vous voulez, dans le panel qui s'ouvre à CENTCOM, il a maintenant pratiquement tous les moyens, sauf qu'il est déficient dans les forces terrestres, parce que ça a été un choix d'emblée d'avoir peu de forces terrestres, à la différence des grandes opérations qui ont été menées dans la première guerre du Golfe ou la deuxième guerre du Golfe, où il y avait des grandes capacités terrestres. Là, il y a eu un choix politique de ne pas mener d'opérations terrestres d'envergure en Iran. Donc, on a quand même un pion terrestre, au cas où on en aurait besoin pour une opération assez limitée, dans une zone limitée, mais pas pour envahir l'Iran. Alors, nous, la France, on a ce type de bâtiment, notamment les nageurs de combat de la DGSE. Je ne donnerai pas le nom du bâtiment qui croise souvent au large des côtes françaises. Un bâtiment de soutien qui, avec un pont d'envol qui permet justement, alors concernant donc l'Ocean Trader, donc duquel peuvent décoller donc des Black Hawk, Seahawk, Viper et autres Apache, permettant justement de renforcer la capacité d'arraisonnement et d'assaut à la mer, dans le cadre notamment du blocus, ça c'est une chose, et puis également de mener des opérations de contre-guérilla grâce à ces 4 rampes de lancement à partir desquelles peuvent être larguées des embarcations très rapides de transport de commando, des étracos, qui peuvent justement contrer les speedboats iraniens. Ça manquait un petit peu peut-être à l'arsenal, enfin du moins à l'armada américaine, et ça vient peut-être renforcer les capacités de l'USS Tripoli. Ce qui est fascinant, c'est de voir la dissimulation, parce que quand on voit comme ça de l'extérieur, on n'a pas du tout l'impression qu'il s'agit d'un navire de guerre. Un cargo. C'est un cargo normal, qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle baie, qui mouillerait dans n'importe quelle baie ou n'importe quel port. Et c'est quand même bon. Effectivement, évidemment, d'après le général et d'après François Morizur, Ulrich Bounat, ce n'est pas annonciateur d'une future opération commando, mais le message, il est quand même là, envoyé par les Américains, parce que si nous, on est capable de voir ces images satellites, j'imagine qu'aussi les Iraniens sont capables aussi de détecter un tel navire proche, en tout cas dans l'océan Indien. Oui, et puis c'est d'autant plus vrai que je rappellerai quand même que la plupart des images satellites désormais, notamment américaines, sont filtrées en fait. Les services privés de diffusion d'images satellites aux États-Unis, il y a une espèce de blackout désormais sur la zone autour de l'Iran. Donc effectivement, il y a sans doute un peu de communication derrière. Je rajouterai un élément qui est qu'il y avait une grosse opération militaire, un exercice militaire
au large des Philippines qui s'appelle Balikatan, qui a duré 3 semaines, qui était une démonstration de force des Philippins, des Américains, il y avait aussi le bâtiment français vis-à-vis de la Chine, on n'était pas loin du détroit de Taïwan. Donc peut-être que ce navire revient aussi de cette opération. Donc, mais en tout état de cause, oui, 150 troupes forces spéciales, il y a des grosses capacités, mais c'est pas ça qui va changer l'équilibre des forces. Et encore une fois, 150 forces spéciales, mais pour faire quoi ? C'est pas avec 150 hommes ou quelques milliers qu'on va aller chercher les 400 kilos d'uranium enrichi à Isfahan. Donc, il y a plus de l'affichage, à mon avis, qu'une volonté opérationnelle derrière d'enchaîner sur une opération spéciale. Alors, effectivement, malgré le fait que, pour l'instant, on en est encore loin, ça reste quand même une option, vous l'avez dit, qui est sur la table de Donald Trump. On va prendre la direction de Washington. On va retrouver notre correspondante Justine Jankowski parce que, à l'heure, en tout cas, où on se parle, Téhéran n'a toujours pas répondu à cet appel de Donald Trump. Pour le moment, il n'y a pas d'écho du côté des Iraniens. Et de ce qu'on en dit, effectivement, même si ce n'est pas l'option privilégiée, celle d'un commando, ça reste, encore une fois, une option qui est sur la table du président américain. Oui, Donald Trump n'a jamais écarté la possibilité de bombardement et c'est d'ailleurs une menace qu'il agite régulièrement, mais on sent ici aujourd'hui qu'il attend surtout une réponse des Iraniens. D'ailleurs, ce week-end, il n'est pas parti en Floride se reposer dans sa résidence de Mar-a-Lago, il reste ici à Washington. Alors aujourd'hui, il participe à un tournoi de golf dans les environs de la capitale, mais demain, il sera à la Maison-Blanche et il y sera pour travailler, pour potentiellement surveiller une réponse côté iranien. Donald Trump sait très bien qu'il n'a pas du tout intérêt à relancer les hostilités. D'abord, surtout pas à quelques jours de son voyage en Chine. Il va aller tenter d'obtenir des accords commerciaux auprès de Xi Jinping et il sait à quel point le président chinois voit ce conflit d'un mauvais œil. Et puis, il y a aussi le plan intérieur. Il y a cette guerre qui coûte aux caisses de l'État, le Pentagone qui s'inquiète de la diminution des stocks de munitions. Et l'opinion publique qui est très importante pour Donald Trump, les Américains qui se lassent de plus en plus de cette guerre, de l'augmentation du prix à la pompe. Et il y a quelques mois des midterms, Donald Trump sait qu'il n'a pas intérêt à se mettre à dos une partie de l'opinion publique américaine. Justine Jankowski, merci également à Chiara Druti pour les images. On est toujours en ligne avec François Maurizur. Je rappelle que vous êtes ancien capitaine de frégate des commandos maritimes. La question simple, François Maurizur, vous ne croyez pas, évidemment, peut-être avec ce bateau-mer, à une opération spéciale. Mais si Donald Trump voulait éventuellement, ou qu'il décidait de cette opération, il faudrait combien d'hommes ? Ça va dépendre de l'objectif. Et l'objectif recherché. C'est-à-dire, si c'est un objectif qui est clairement déterminé, c'est-à-dire on sait où on va, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'il y a autour, ça peut se traiter d'une façon assez, je vais dire, légère, bien que les Américains ne font jamais rien de léger. Ensuite, ça peut être un autre objectif. Ça peut être un objectif non pas stratégique, mais médiatique. Et là, ils ont suffisamment de moyens pour déployer un Barnum et faire beaucoup de sons, beaucoup d'images et marquer les esprits et peut-être s'en servir pour se dégager un petit peu de la zone. Merci beaucoup, François Maurizur. Politiquement. Bon, en tout cas, je retiens votre analyse. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien capitaine de frégate des commandos maritimes et expert en sûreté maritime. Un mot, Hélène Bonnet, pour conclure sur le sujet. Évidemment, on n'est pas encore dans ce scénario. Mais encore une fois, comme l'a dit Justine, ça reste une option qui est sur la table. Je pense que Donald Trump a en permanence des militaires qui réfléchissent, lui proposent des options. Et cette idée qui a été donnée par M. Maurizur sur un coup médiatique, c'est très Donald Trump. C'est ce qui a été l'opération Freedom. C'est quelque chose qui peut-être lui éviterait de retomber dans des frappes massives, une opération massive, essayer de remettre un coup de pression déjà pour tenter de faire plier les Iraniens, même si on a vu que pour l'instant ça marchait pas tellement. Et puis pareil, aussi auprès de son opinion publique, toujours montrer qu'il a peut-être la main, qu'il maîtrise les choses, qu'il a encore des capacités. Donc l'idée d'une opération point médiatique sans que ça aille plus loin, c'est pourquoi pas. Ça ferait partie du classique Trump tel qu'on l'a vu jusqu'à maintenant. Alors pourquoi on pose la question ? Parce qu'il y a toujours cette question du nucléaire iranien qui est toujours sur la table après des mois et des mois déjà de guerre pendant ces 45 jours cet hiver, mais également on se souvient des frappes cet été sur les 4 sites nucléaires iraniens. Et cette semaine,
les agences de renseignement américaines nous ont donné une information qui a surpris énormément de monde, car selon eux, évidemment, c'est l'agence Reuters qui a donné cette information, qui cite 3 responsables du Pentagone notamment, et ces révélations, elles tiennent en une phrase, vous allez le voir. Le temps nécessaire à l'Iran pour construire une arme nucléaire n'a pas changé depuis l'été dernier, même après 2 mois de guerre lancés par Donald Trump. Autrement dit, d'après les officiels américains, le temps pour l'Iran d'avoir la bombe reste aujourd'hui situé entre 9 mois et un peu moins d'1 an, après 45 jours de bombardement. Il faut bien recontextualiser. Avant les frappes cet été, on se souvient de l'opération, je crois que c'était Midnight Hammer, marteau de minuit. L'Iran était passé de 6 mois à peu près, voire 3 mois même, selon les dernières estimations, à 9 mois. 45 jours de bombardement cet hiver, et cette fois-ci, plus rien. Tout ça pour ça ? Oui, Donald Trump avait estimé que les capacités militaires nucléaires iraniennes avaient été oblitérées. Ça semble pas être le cas. De toute manière, comme personne n'a été capable d'évaluer au sol et sur le terrain, de toute manière, ce qui avait été détruit à Fordo, Natanz ou Ispahan, il était vain de toute manière de pouvoir tirer le moindre bilan de ces attaques. Après, on parle un peu du sexe des anges dans cette affaire depuis des mois, parce que franchement, c'est Grossi et l'AIEA donc qui ont parlé de ces 440. Maintenant, l'AIEA estime qu'il y a seulement la moitié de ce stock qui se trouverait à Ispahan. Quid de l'autre partie? Pourquoi seulement 440 et pas plus? Donc vraiment, on est vraiment dans le flou. Je pense qu'il y a seule la CIA et le Mossad sont capables de dire plus précisément de connaître plus précisément l'évaluation de ce stock et surtout sa localisation. Maintenant, de toute manière, c'est toujours la même chose, que ce soit déblocage d'Ormuz, contrôle du balistique iranien et contrôle du programme nucléaire. Si on se concentrait à faire tomber le régime, tous ces sujets, en fait, seraient résolus. Est-ce que c'est un échec pour Donald Trump, Hélène Bonnet, quand même? On entend quotidiennement Donald Trump nous dire que l'Iran n'aura pas la bombe, n'aura pas la bombe, n'aura pas la bombe. Force est de constater que 45 jours de bombardement plus tard, sur cette question du nucléaire iranien, le succès n'est pas au rendez-vous. Donc il n'y a pas eu de récupération de l'uranium et l'Iran n'a pas renoncé à son programme. Donc effectivement, sur ce plan-là, Donald Trump est en échec. Et c'est vrai que c'est compliqué de dire... Alors lui a prétendu qu'il avait totalement éradiqué le programme nucléaire iranien. Donc déjà ça, c'est une contradiction. Mais bon, ça n'a pas l'air de l'ébouriffer. Mais oui, c'est un échec jusqu'à maintenant. Et on a du mal à voir comment il pourrait obtenir un gain sur ce terrain. Pourtant, ça reste la question essentielle. C'est-à-dire que il y a la question du détroit d'Ormuz, mais on sent que les Américains, ils parlent beaucoup moins de la question des proxys, du balistique. Il y a quand même une chose qui reste quand même régulièrement dans les discours, c'est cette question nucléaire. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Et je crois que Donald Trump a reposté cet après-midi un message en disant voilà, il y a une majorité d'Américains qui estiment eux aussi que l'Iran... Donc on sent que ça reste un sujet principal. Et tant qu'il n'aura pas vraiment résolu ce problème-là, il ne pourra pas vendre, ou en tout cas difficilement, une victoire au Moyen-Orient. Vous êtes d'accord avec cette analyse générale? Oui, c'est-à-dire que si effectivement, si on entend et si on donne la crédibilité à l'information, ça voudrait dire que les objectifs ne sont pas du tout atteints et que globalement, si on veut rester cohérent, il faut repartir à l'assaut. C'est ça la cohérence. Donc, ou alors on renonce. Et le renoncement avec un coût politique qui serait énorme. Et de toute façon, il aura perdu les midterms, puisqu'on en parle souvent, mais de toute façon, il aura perdu. Donc non seulement il aurait échoué, mais en plus, il est sûr de véritablement perdre au plan intérieur. Et au plan international, l'échec serait important. Donc, quand on fait sortir cette information, qui est peut-être exacte, je ne sais pas comment il arrive à calculer, mais enfin, en admettant qu'elle soit exacte, la cohérence, la logique amène à la reprise des combats. Parce qu'on peut pas rester là. Et évidemment, le problème serait réglé s'il y avait changement de régime. Mais comme on n'arrive pas à susciter à l'intérieur une opposition qui soit musclée, capable de retourner la situation au sein même de l'Iran, eh bien, on est toujours face aux mêmes passedarans et affiliés. Et donc, globalement, la seule solution qui reste, c'est de reprendre les bombardements pour essayer de gagner du temps. Mais évidemment,
à quel coût économique, à quel coût politique, à quel coût et effectivement avec les problèmes liés à l'écoulement du pétrole dans la zone, avec la possibilité d'avoir une conflagration qui soit plus grande, avec des tirs iraniens qui se fassent sur les zones pétrolières des Émirats arabes, et à ce moment-là, une réplique très forte sur l'île de Kharg qui serait menée soit par les Israéliens s'ils sont touchés, soit par les Américains parce que et ils estimeraient que là, c'en est trop. Donc ce renseignement, j'espère qu'effectivement il a été correctement traité, mais le sortir comme ça, c'est plutôt pour ramener les gens sur le champ de la guerre que sur les champs de la paix. Ulrich Bonnat. Alors, je pense qu'en fait, cette analyse, elle se base aussi sur le fait que tant que ce stock d'uranium enrichi à 60%, il est là, du coup, il est, en fait, ça, enfin, je suis pas expert du nucléaire, mais il semblerait que il faudrait que quelques mois, en fait, en partant de ce stock-là, s'il est disponible, pour effectivement arriver à une bombe. Mais pour le coup, je trouve au contraire que, enfin, c'est marrant, on n'a pas de la même analyse, mais dans le sens où ça montre aussi que militairement, en fait, ça fonctionne pas. Que très concrètement, on peut bombarder autant qu'on veut l'Iran, on n'arrive pas à trouver une solution militaire à un problème qui est essentiellement politique. Et que donc effectivement, il faut en revenir. Et c'est pas pour rien que le nucléaire, l'accord sur le nucléaire, le JCPOA, il a mis grosso modo 10 ans à être négocié. C'est parce que il n'y a pas d'option militaire simple pour résoudre le problème du nucléaire iranien. Il y a globalement, l'ensemble de la communauté internationale ne veut pas que l'Iran ait la bombe atomique, que ce soit les Chinois, les Russes, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. En revanche, effectivement, ça ne pourra s'obtenir que par la négociation. Et je ne pense pas que ce soit des bombes qui résolvent le problème. L'Iran, ça fait des décennies qu'ils travaillent sur ce programme nucléaire. Ils ont des compétences intellectuelle en fait majeure dans la gestion du nucléaire. Ils ont un pays allié, la Russie, qui est impliqué dans le nucléaire civil, et ça ne changera pas non plus. Donc en fait, il est, à mon sens, vraiment illusoire de penser qu'on peut résoudre le problème du nucléaire iranien en jetant plus de bombes sur le pays. Alors évidemment, vous avez parlé de ces 440 kilos d'uranium enrichi. Les graphistes de 24 heures Pujadas qu'on salue ont réalisé avec l'intelligence artificielle ce à quoi ça pourrait ressembler, parce que selon les informations, il s'agirait de poudre justement d'uranium dilué exactement, donc ça pourrait ressembler à ça. Encore une fois, il s'agit d'intelligence artificielle pour vous représenter ce à quoi ça pourrait ressembler. On est en ligne avec Edouard Kuckerman. Bonsoir, vous êtes ancien officier négociateur, unité de négociation, une situation de crise et prise d'otage. Vous êtes également ex-porte-parole de l'armée israélienne. Un mot, je repose la question, je l'ai posée à mes invités, mais je vous la pose également. Sur cette question du nucléaire iranien, le fait que ces 45 jours de bombardement n'aient rien changé, est-ce que c'est quand même un constat d'échec pour Donald Trump ? Je pense qu'il y a quand même des achievements qui ont été réalisés, dans le sens où les infrastructures nucléaires pour notamment les centrifuges ont été affectées. Ils ont également tout l'approvisionnement des éléments qui sont essentiels pour créer une bombe nucléaire ont été touchés. Mais c'est vrai que tant qu'ils ont cette quantité importante d'uranium enrichi, il y a un risque. La CIA estime que s'il n'y a pas d'intervention américaine en 9 à 12 mois, il est possible de créer une arme nucléaire. Et c'est un risque existentiel pour Israël. Donc Israël ne peut pas rester les bras croisés à ne rien faire et à attendre. Et je pense que les Américains partagent le même point de vue qu'Israël. Il faut agir pour récupérer cet uranium enrichi. Donc même si cette première opération n'est pas suffisante, il se peut que si les Iraniens, le régime actuel, n'est pas prêt à livrer cet uranium enrichi, qu'une intervention supplémentaire sera nécessaire. Je pense qu'à la fin du compte, le seul moyen de se débarrasser du risque stratégique pour les États-Unis, pour l'Europe, et surtout le risque existentiel pour Israël, c'est qu'il y ait un changement de régime. Donc, si des cibles nouvelles vont être ciblées, ce ne sera pas nécessairement des infrastructures nucléaires, mais ce seront des infrastructures énergétiques qui vont avoir un impact énorme sur l'économie iranienne qui a déjà été touchée. À partir du moment où le régime était déjà affaibli avant l'intervention américaine et israélienne, une fois que la nouvelle intervention, si elle a lieu, se produit, on arrivera à une situation où il y aura un affaiblissement du régime iranien. Et on a vu, 6 mois après l'intervention de juin, qu'il y a eu des demonstrations dans les rues dans tout l'Iran, et il est possible que cet affaiblissement conduise à un renversement du régime. C'est en tout cas l'objectif israélien, parce que pour nous, c'est clairement un risque existentiel et on ne peut pas rester sans rien faire avec ce risque.
Edouard Kuckerman, restez avec nous parce qu'on voulait également évoquer le sujet du nucléaire israélien. C'est un sujet également depuis plusieurs heures parce que du côté des États-Unis, les démocrates réclament la levée de l'ambiguïté sur le nucléaire israélien. Alors on sait qu'officiellement Israël n'est pas un pays doté de l'arme nucléaire, mais beaucoup d'analystes évidemment et beaucoup de projections, que ce soit militaires, géopolitiques, nous expliquent qu'Israël est un pays doté en tout cas de certaines ogives. Vous êtes ex-porte-parole de l'armée israélienne. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui? Est-ce qu'il va falloir lever également cette ambiguïté sur le nucléaire israélien? Que ce sujet n'est absolument pas d'actualité. L'Iran a annoncé très clairement que leur objectif était de détruire Israël. Si Israël, d'après la publication internationale, détient une arme, de toute façon, elle n'a jamais été utilisée dans aucun des conflits. Et si elle existe, c'est pas un objectif d'Israël d'éliminer un peuple, un pays ou une région. Par contre, les Iraniens, le régime actuel iranien a clairement annoncé leur objectif et on a vu de la manière que procède ce régime, on a vu qu'ils étaient prêts à prendre en otage l'ensemble d'économie mondiale, l'ensemble des pays de Golfe, et également par le biais des proxys, attaquer continuellement Israël, avec plus de 200 000 missiles qui ont été tirés sur Israël à partir de l'Iran, et encore plus de 200 000 missiles qui ont été tirés à partir de Gaza vers Israël. Donc on est dans une situation où cette menace, elle est continuelle, elle existe depuis que le régime est en place, et donc on peut pas rester sans rien faire. Il s'agit d'une organisation terroriste qui agit qui se fiche de la vie humaine de son propre peuple. On a vu qu'ils ont mis toutes les ressources qui étaient à leur disposition pour construire une infrastructure militaire, infrastructure balistique et l'arme nucléaire. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas d'autre choix que de se débarrasser de cette menace. Edouard Kuckerman, vous restez avec nous. On va juste prendre la direction de Tel Aviv. On retrouve notre correspondant de TF1 LCI, Bethsabée Salem, parce que je le disais, c'est un sujet depuis quelques heures, parce que les démocrates américains demandent donc la levée de cette ambiguïté. Est-ce que, première question, en Israël, on a réagi? Est-ce qu'il va falloir changer la communication autour de cette question du nucléaire dans l'État hébreu? Non, pas de réaction du tout en Israël. Et d'ailleurs, le risque que Israël change cette politique de l'ambiguïté nucléaire, il est quasiment nul, parce que si Israël affirmait officiellement posséder une arme nucléaire, ça voudrait dire qu'il s'exposerait à des pressions internationales pour des inspections, pour rejoindre le traité de non-prolifération. Il serait accusé de mener une double politique vis-à-vis de l'Iran et des autres pays de la région. Est-ce qu'Israël en gagnerait en dissuasion? Pas forcément, parce que selon les estimations et différents rapports, eh bien Israël posséderait entre 90 et 300 ogives nucléaires capables d'être assemblées aussi bien à des missiles que des bombardiers F-15, F-16 que des sous-marins. Et puis finalement, les médias soulignent ici que de toute façon, les États-Unis sont du côté d'Israël, soulignent qu'ils soutiennent cette politique même, qui d'ailleurs a été scellée lors du understanding en 69 entre le président américain de l'époque, Richard Nixon, et la première ministre israélienne de l'époque, Golda Meir. Et depuis, eh bien, cette politique s'est poursuivie. Aujourd'hui, aussi bien le Pentagone qu'une grande partie du Congrès maintiennent cette politique, en tout cas pour l'instant. Merci beaucoup, Bethsabée Salem, correspondante en Israël. Ulrich Bouna, question simple, parce qu'évidemment, c'est rare qu'on parle du nucléaire israélien. C'est un secret de polichinelle, honnêtement, ou est-ce qu'il y a une ambiguïté vraiment sur la dotation, entre guillemets, d'Israël? Alors non, il n'y a aucune ambiguïté. Israël a la bombe atomique, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est assez intéressant, finalement, c'est plutôt ce qui se passe aux États-Unis. En fait, cette guerre, ces guerres menées par Israël, elles ont un impact sur la population américaine, et on voit un basculement de l'opinion publique américaine qui est reflété par cette demande des démocrates, dans en tout cas une prise de distance, on va dire ça, avec le partenaire israélien. Et c'est assez intéressant, ça se passe effectivement beaucoup chez les démocrates, mais aussi chez les républicains. Il y a de moins en moins en fait d'Américains qui soutiennent l'aide inconditionnelle des États-Unis à Israël, et ça c'est un vrai problème. L'accord de financement, on va dire, de la défense israélienne par les États-Unis se termine en 2028. Enfin, il doit être renouvelé en 2028 plutôt, année électorale aux États-Unis. Il est probable que ce sera un des sujets de la campagne présidentielle. Un certain nombre de
probables candidats démocrates ont déjà dit qu'ils étaient contre continuer ce financement de l'aide à Israël d'un point de vue militaire, financière en tout cas. Et même côté israélien, il y a une prise de conscience. Benjamin Netanyahou, il y a quelques jours, a annoncé qu'Israël allait investir 100 milliards dans sa défense pour justement être de plus en plus autonome vis-à-vis des États-Unis. Alors, ça ne se fera pas d'un claquement de doigts, mais par contre, effectivement, cette demande, alors oui, il y a le secret de Polichinelle, il y a l'arme atomique en Israël. En revanche, c'est cette prise de distance qui est assez frappante entre Israël et les États-Unis. On va parler dans un instant de ce qui s'est passé au sud Liban. C'est une information qui vient de nous parvenir. Israël qui a de nouveau frappé le sud Liban et cette frappe aurait fait 7 morts, dont une fillette. Évidemment, les éléments nous arrivent au fur et à mesure. On va juste retrouver notre correspondant justement au Liban, Arthur Saradin. Arthur, bonsoir. Que sait-on exactement de cette frappe ? Est-ce que Israël a revendiqué ? Alors oui, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on a fait une frappe qui a eu lieu dans le village de Saksakiné, donc près de la côte au sud du Liban. Une fillette, en effet, qui a été tuée et potentiellement d'autres enfants, d'après des rapports préliminaires de la défense civile qui est encore dépêchée sur place. Une quinzaine de blessés également et des bombardements qui se sont poursuivis dans toute cette région du sud du Liban, surtout sur l'autoroute, ce qui ressemble à des assassinats ciblés. Déjà 2 voitures ces dernières heures qui ont été tuées sur cette grande route qui relie la capitale au sud du pays. L'armée israélienne qui poursuit des opérations d'ailleurs de destruction méthodique de villages dans cette région frontalière, et le Hezbollah qui, de son côté, revendique également des tirs plutôt sur le sol libanais, des drones qui sont surtout des drones kamikazes qui visent des soldats israéliens et des engins de chantier. Donc c'est vraiment le signe, voilà, de cette réescalade qu'on sent venir ces derniers jours au sud du Liban et surtout à la frontière. Merci beaucoup Arthur Saradin, correspondant TF1 LCI au Liban. Vincent Crozet, je ne sais pas si vous voulez réagir. On est officiellement quand même dans une période de cessez-le-feu, je rappelle quand même. Ouais, non, le problème, c'est j'ai peur qu'Israël refasse la même erreur qu'à Gaza en termes de doctrine d'emploi justement de manière indiscriminée de ses forces aériennes. Il faudrait plus de forces spéciales au sol pour éviter justement ce type de problème. Maintenant, le Hezbollah comme le Hamas procèdent très souvent de boucliers humains pour justement protéger ces sites, ces postes de commandement, éventuellement même ces hautes personnalités qui se glissent dans des immeubles d'habitation et qui, lorsqu'ils sont visés, effectivement, donnent lieu à des victimes collatérales. Je déteste ce mot, mais c'est le cas. Maintenant, autant au départ, l'action israélienne était peut-être justifiée pour se protéger des tirs de roquettes de la part du Hezbollah depuis le sud Liban. Maintenant, Israël devrait plutôt investir dans le règlement politique déjà au Liban, avec justement essayer de réduire politiquement le Hezbollah. Plutôt que de s'acharner sur le sud Liban qui est déjà très très marqué. Général. Le Hezbollah, évidemment, n'est pas parti au cessez-le-feu, donc et le gouvernement libanais n'arrive pas à s'imposer sur le Hezbollah. Donc, effectivement, dans cette zone-là, il suffit qu'il y ait des chefs du Hezbollah qui tirent sur les Israéliens. Les Israéliens n'hésitent absolument pas à utiliser la force, la brutalité et la destruction pour riposter. Donc, on est bien devant toujours le même problème. Alors, c'est les villages du Sud-Liban qui en souffrent, et il y en a beaucoup qui ont déjà été aplatis, et malheureusement, alors pour ce qui est des forces spéciales, c'est le meilleur des couteaux, mais c'est un couteau japonais, c'est-à-dire qu'on peut pas l'utiliser pour n'importe quoi, il faut les ménager, il faut qu'ils les utilisent à terme, donc ce sont des unités entraînées, mais qui font un travail aussi comme ils le peuvent, et malheureusement avec beaucoup de dégâts, et donc la puissance aérienne et la puissance de l'artillerie israélienne, faut l'avoir vu, c'est considérable. Donc les dégâts sont importants. On risque pas de voir un cessez-le-feu tenir longtemps. Hélène Bonnet, vous partagez l'analyse du général ? Oui, et puis de toute façon, le cessez-le-feu est à géométrie variable, parce que depuis le début, Israël se réserve le droit, c'est ce qu'ils disent, d'agir pour leur légitime défense, et c'est eux qui définissent ce qu'est la légitime défense pour eux. Donc on a vu que ce cessez-le-feu a déjà été brisé. Il y a quelques jours, c'était un commandant du Hezbollah qui a été ciblé dans la banlieue sud de Daryeh. Donc on n'est pas à l'abri de revoir encore ces images. La question, c'est est-ce que ça peut avoir un impact? On sait que la semaine prochaine, il va y avoir une réunion à Washington entre les Libanais, les Israéliens. On a du mal à voir comment le
Le dialogue, la diplomatie peut avancer dans ces conditions. Merci d'avoir animé le grand dossier avec moi. Dans un instant, vous retrouvez Calvi. Je rappelle que vous pouvez réécouter le grand dossier en podcast sur vos plateformes. Vous saisissez évidemment sur n'importe quelle plateforme, vous tapez le grand dossier et vous avez accès à toutes les émissions, que ce soit la semaine avec Amélie Carrouer ou bien le week-end.